on va commencer. Donc, je suis venu en fait avec deux choses. Une première chose, c'est cet objet. Donc, je pense que vous connaissez tous. Ça s'appelle un Rubik's Cube. Et donc là, évidemment, il est tout défait. Et puis, le deuxième chose que j'ai amené, c'est le robot Nao. Et en fait, ce que je voulais vous faire voir, c'est que Nao sait résoudre le Rubik's Cube. Donc, je vais essayer de vous faire voir ça. Et donc, je vais demander à Nao de se réveiller. Nao, est-ce que tu es là? Voilà. Donc, tu es déjà fatigué. Donc, ok. Donc, il est déjà fatigué. Bon. Donc, en fait, ce qu'on voudrait faire, Nao, c'est résoudre le Rubik's Cube. Tu saurais ça? Je voulais te faire comment je résous bien le Rubik's Cube, mais je ne vois pas bien dans cette salle. Je préfère rester concentré pour la suite. Ah bon, d'accord. Donc, premier problème, notre ami Nao ne voit pas bien dans la salle. Qu'est-ce qu'il fait, non? Donc on va le laisser se concentrer. Voilà, donc maintenant que tu as fini de faire le clown, donc en fait on a ce petit problème, c'est qu'effectivement il ne voit pas bien dans la salle, donc on a fait tout un tas de tests avec les techniciens cet après-midi, d'ailleurs que je remercie, mais l'éclairage lui convient pas. Donc pendant la conférence précédente, je suis sorti à l'extérieur avec mon frère et on a résolu le Rubik's Cube. Donc le son est très très mauvais parce qu'il y a une soufflerie à l'extérieur, d'accord? Mais c'est juste pour vous faire voir. Fait. Et donc je me propose de le mélanger. Et donc vous voyez que je le mélange, j'espère que vous croyez que je le mélange n'importe comment. Ok. Et puis maintenant qu'il est mélangé, d'accord, et on va demander à notre ami Nao de nous aider à résoudre le Rubik's Cube. Nao? Ah ben non, c'est pas vrai. Prêt? Ah bah oui. Allez. Donc je vais te faire voir les faces. Tu vas me dire quand tu vois la couleur d'une face au centre. Comme ça, je te fais voir les faces suivantes. Ok. Allez. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais je lui fais voir les faces du cube. Donc il est supposé les regarder pour détecter les couleurs. Et je lui ai demandé, quand il a détecté les couleurs de la face, pour me dire qu'il a bien détecté, d'annoncer la couleur du centre. D'accord? Comme ça, je sais qu'il a vu la face. Donc vous voyez, donc ça c'est une des difficultés. C'est qu'il faut trouver le bon éclairage. D'accord? Donc en lumière naturelle, c'est assez facile. C'est juste qu'il faut trouver un endroit où il n'y a pas d'ombre. Là, il doit y avoir un mini reflet sur le cube. Donc, on fait 2-3 mouvements. Parce que le truc, c'est que j'ai calibré ça chez moi. Et donc, la lumière a été escalipée. Ça y est, vous voyez, il est parti. Orange.
Super, Ah, j'ai super. vu un cube entier, Super. je vais réfléchir à comment le résoudre. Ok, donc là il a l'air content, il a vu un cube entier, il a dit qu'il allait réfléchir à comment le résoudre. Donc j'attends patiemment. Alors, tu réfléchis? Super, j'ai la solution. Alors, je vais Veux-tu écouter la tes mots. solution? Oui. 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 Ouais, il est un peu sourd, hein, il n'est pas très vieux mais il est déjà un peu sourd. Veux-tu la Mais en fait solution? il est sourd parce qu'il y a la soufflerie à côté. Oui. 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 Un peu dur de la feuille. Droite. Droite. O1, O1. Bazin, Base 1. Donc là il me dicte la suite des mouvements. désirant. Il dit à chaque fois gauche, droite, haut, Gauche bas, Gauche 1. devant, derrière. Et puis il me dit combien de tours je fais. Donc Devant 1, deux. 2 ou 3. 1, Bazin, Base 1. droite 3, Droite 3. Donc c'est tout droit moins 1. gauche 3, Gauche 3, c'est pareil, c'est moins Bazin, 1. Base 1. derrière 2, Derrière 2. gauche 1, Gauche 1. devant 2, Devant. 2 tours. droite 2, gauche 2, 2 tours. Gauche 2. O2, Et 2. devant 2, Devant 2. droite 2, Droite 2. derrière 2, Derrière 2. Bazin, Base 1. droite 2, Droite 2. O2, Haut 2. derrière 2, Derrière droite 2, droite 2. O2, Haut derrière 2, derrière O2, haut 2. devant 2, Devant gauche 2. gauche 2. Est-ce qu'on a réussi? Oui. Oui, on a réussi. Oui. Ouais. Fais pas trop le malin, Corinne. Ok. Et voilà. Ok, très bien. Donc, donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent résoudre le Rubik's Cube, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Deux, trois mots sur le Rubik's Cube. Donc c'est un objet qui a été inventé donc en 1974, d'accord, par donc Erno Rubik, qui était un prof d'architecture et en fait qui avait inventé ce cube et qui est demandé à ses étudiants de comprendre quel était le mécanisme. Parce que je ne sais pas si vous avez également démonté un Rubik's Cube ou si vous arrivez à imaginer comment ça peut fonctionner, mais c'est pas trivial. Hein. Donc c'est assez... Bon, il y a une astuce. Enfin, et donc il avait mis au point ce cube et il demandait à ses étudiants comment ça marche. Et puis en fait, un petit peu plus tard, il a eu l'idée de rajouter des couleurs et ainsi de fabriquer un casse-tête assez difficile. Alors pourquoi c'est difficile? À votre avis, combien il y a de positions possibles pour le Rubik's Cube? D'accord. Une position, c'est bon, ça c'en est une, d'accord. Bon, si je tourne, ça c'en est une autre, etc., etc. D'accord. Donc, à votre avis, combien il y a de positions possibles? Eh bien, je vous laisse pas trop réfléchir, mais il y en a ce nombre-là. Alors, je vais vous dire deux, trois mots sur ce nombre-là. Donc, en fait, quand vous faites des mouvements avec votre cube, il y a des choses qui ne changent pas, ce qu'on appelle des invariants. Par exemple, si vous prenez un coin, quoi qu'il arrive, ça restera toujours un coin. Et puis si vous prenez une arête d'un milieu, quoi qu'il arrive, ça ne deviendra jamais un coin, ça restera toujours une arête du milieu. D'accord. Donc il y a 8 coins. Dans un cube, il y a 6 faces, ok, et il y a 8 coins.
Donc, et il y a 12 arêtes. Ok. Donc, s'il y a 8 coins, en fait, on peut amener n'importe quel coin à la place de n'importe quel coin. Ça, c'est possible. Donc, ce qui fait qu'il y a 8 factoriels possibilités pour déplacer les coins. 8 factoriels, ça veut dire qu'il y en a 8 x 7, x 6, x 5, x 4, x 3, x 2. D'ailleurs, autant de façons de permuter 8 objets qu'il est possible de le faire. Ensuite, une fois que vous avez positionné un coin, il y a donc 3 couleurs sur le coin, d'accord ? Et donc, vous pouvez faire tourner cette orientation. Donc, il faut choisir pour chaque coin une orientation. Et des orientations, il y en a 3. Donc, vous attendez à avoir un 3 puissance 8, puisqu'il y a 3 pour chaque coin, il y a 8 coins, 3 puissance 8. Oui, mais en fait, c'est que 3 puissance 7 qu'il faut mettre, parce qu'en fait, c'est impossible de déplacer un seul coin. D'accord ? Donc, il y a un 3 puissance 7 qui s'explique par là. Ensuite, on passe aux arêtes. Donc, je vous ai dit, il y en a 12, donc on peut les permuter comme on veut, ça fait à nouveau un factoriel 12. Et ensuite, une arête ayant 2 couleurs, vous pouvez inverser les 2 couleurs. Donc, on s'attend à avoir un 2 puissance 12, mais pour la même raison que tout à l'heure, c'est impossible d'inverser un seul truc. Donc, vous avez un 2 puissance 11, et puis il y a une symétrie un petit peu plus subtile qui fait qu'on a en fait un 2 puissance 10. Alors, tout ça étant dit, c'est combien ce nombre ? Ce nombre, ça fait ça. D'accord ? Donc, ça fait 43 milliards de combinaisons différentes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un assez grand nombre. Voyez. Donc, par exemple, quand on vous dit que je sais pas moi, par exemple, la dette de la France, c'est 2000 milliards, et qu'on vous dit que c'est un grand nombre, bon, personnellement, j'ai un peu des doutes. Ça, c'est un grand nombre, d'accord ? Alors, pour vous donner une idée, si vous explorez une combinaison, j'ai marqué 1 milliard de combinaisons par seconde, d'accord ? Il vous faudra 1200 ans pour explorer toutes les positions du cube, d'accord ? Mais 1 milliard de combinaisons par seconde, c'est pas très très raisonnable, d'accord ? Donc si maintenant vous explorez une position par seconde, eh bien, une position par seconde, le milliard, vous le passez dans les 1200 ans, donc vous obtenez 1200 milliards, c'est ça ? Et puis, comme vous savez que 12 milliards, c'est en gros l'âge de l'univers, eh ben, ça veut dire qu'il faut 100 fois l'âge de l'univers. D'accord ? Donc, c'est vraiment un grand nombre. Donc, ça ne peut pas se faire un petit peu au hasard. Donc, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en vrai résoudre le Rubik's Cube ? Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des compétitions chaque année. Donc, je vais vous faire voir la dernière compétition qui a eu lieu là, il y a 1 mois ou 2 mois au Brésil, juste pour vous faire voir qu'il y en a qui sont plus rapides que Nao. Donc d'abord, il regarde le cube. Ensuite, quand il l'a regardé, il fait comme Nao, il le regarde. Et ensuite, il le pose. Et quand il est prêt, il y va. Ok ? Donc voilà comment ça se passe, les compétitions de Rubik's Cube. Donc là, je vous fais voir, quand la vidéo vous montre, donc c'est lui qui a gagné cette année. Je vous fais voir le premier, le deuxième. Il y a plusieurs essais. Enfin, je vous fais voir 2 essais, puis après, je vous passe. Mais enfin, en tout cas, vous comprenez que il faut forcément. Il fait pas n'importe quoi. Donc là, tout le monde fait waouh parce qu'il est très proche du record du monde. Ok ? Alors, en fait, voilà, donc là, il est essoufflé. Est-ce qu'on peut... Ah oui, non, pardon, c'est de ma faute. Hop, j'ai cliqué.
Alors, en fait, derrière tout ça, il faut étudier en fait ce qu'on appelle les symétries du cube. D'accord? Donc, les façons de permuter l'objet, et c'est le sujet de ma conférence, de vous faire comprendre que si on étudie les symétries d'un objet et la façon dont ces symétries agissent sur l'objet, eh bien, on a une chance de bien comprendre l'objet et en faire quelque chose. Donc, en haut, dans le coin, inutile que vous lisiez, mais en fait, j'ai juste mis quelques mots sur un algorithme. Il y en a plein d'algorithmes de résolution du Rubik's Cube, des plus ou moins efficaces, mais celui que j'ai marqué en haut a été assez important dans l'histoire des algorithmes du Rubik's Cube, et c'est celui que j'ai implémenté dans le robot. Et donc l'idée, c'est qu'on a d'abord un grand groupe, donc le groupe des symétries, d'accord, c'est-à-dire vous mettez toutes les symétries possibles. Et le but du jeu, c'est de réduire ce groupe pour passer à un sous-groupe plus petit, où vous avez moins de choses à faire. Donc dans un premier temps, si vous voulez, le robot me disait de faire tous les mouvements possibles. Et puis dans un deuxième temps, il me disait de faire que certains mouvements. Il y avait des mouvements qu'on n'avait plus besoin de faire. Puis dans un troisième temps, on a encore réduit le nombre de mouvements. Et dans un quatrième temps, en fait, il n'y avait plus de mouvements à faire, le cube était résolu. Donc c'est l'idée de passer d'un gros groupe de symétrie à un plus petit groupe, à un plus petit groupe, à un plus petit groupe, jusqu'à résoudre le truc. Ok, alors maintenant, je voudrais... ne soyez pas effrayés, c'est en anglais, mais c'est pas le plus grave, je veux juste vous faire voir que cette page Internet existe. Donc, quel genre de questions peut se poser également un mathématicien quand il a un problème comme le Rubik's Cube? D'accord? Eh bien, on a toutes ces positions du cube, donc on a vu 43 milliards de milliards. Donc imaginez que vous prenez une feuille de papier et que vous dessiniez un point, d'accord? Vous dessinez 43 milliards de points. Donc chaque point sur votre feuille de papier, ça représente une position du cube. Okay, et puis il y a un point particulier, évidemment, qui est le cube résolu. Très bien. Donc ces points, on va appeler ça des sommets. Et puis maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous prenez un sommet, donc un point sur votre feuille de papier, donc une certaine configuration du cube, par exemple celle-ci, eh bien, vous faites un mouvement avec votre cube, donc ça correspond à une autre configuration, donc un autre point. Mais ce point, le deuxième point, on a envie de dire qu'il était proche du premier parce que je suis passé juste par un mouvement. D'accord? Donc vous dessinez un trait entre le premier sommet et le deuxième sommet, ce qu'on va appeler une arête. Et vous obtenez ainsi ce qu'on appelle un graphe, d'accord? C'est-à-dire un ensemble de sommets, donc là il y a beaucoup de sommets, 43 milliards de milliards, et puis plein d'arêtes qui connectent certains sommets et puis pas d'autres, d'accord? Donc vous avez une sorte de toile d'araignée, ok? Et donc vous avez ce graphe-là, et puis donc quelque part il y a le cube résolu. Et donc qu'est-ce que c'est résoudre le Rubik's Cube? En fait, c'est partir d'une position donnée, donc un certain sommet dans le graphe, et de trouver un chemin, d'accord, qui vous ramène au sommet qui correspond au cube résolu, d'accord? Et un chemin, vous faites une arête, c'est un mouvement, d'accord? Donc c'est un chemin de mouvement. Donc voilà ce que c'est que résoudre le Rubik's Cube. Et évidemment, s'il y a un petit malin qui commence à décoller des étiquettes et à permuter les trucs, ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous emmène ailleurs, c'est-à-dire des sommets que vous n'aviez pas mis, d'accord, et qui ne sont pas connectés au sommet du cube résolu, d'accord. Donc c'est pour ça que si vous faites un peu n'importe quoi avec les vignettes, eh ben vous avez un cube qui est insoluble, d'accord. Vous n'arriverez jamais à le résoudre. Ok, alors maintenant, si on veut résoudre rapidement le cube, ben en fait, vu que vous avez une position donnée quelque part et puis que vous voulez arriver à la position du cube résolu, ben ça paraît naturel de vouloir emprunter le chemin le plus rapide. D'accord ? Quand vous faites un peu n'importe quoi, ça veut dire que vous vous promenez de manière un peu aléatoire dans votre graphe. Mais si vous vous promenez de manière aléatoire dans un graphe aussi gigantesque, vous n'avez aucune chance d'arriver au point de départ. Et donc la question que peut se poser un mathématicien et que les mathématiciens ont posée, c'est quel est le chemin le plus court qui relie n'importe quelle position à la position du cube résolu. D'accord ? Et donc la réponse,
C'est indiqué sur cette page qui est directement faite par les auteurs qui ont résolu ce problème-là. Donc là, c'est les progrès qu'ils ont fait, mais je vous fais voir cette page. Et donc la réponse, c'est ce qui est marqué en haut, c'est 26. D'accord ? Donc, ça signifie très concrètement que si je vous donne n'importe quel cube Rubik's Cube mélangé, vous savez que vous êtes capable de le résoudre. Il existe un chemin, au moins un chemin, en moins de 26 coups pour le résoudre. D'accord ? Donc, c'est un résultat assez fort quand même. Hein, c'était pas clair. Donc si vous avez déjà essayé de résoudre le cube et que vous avez passé des centaines de mouvements, vous voyez que c'est parce que vous vous promenez maladroitement dans ce graphe. Et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on voudrait connaître, c'est un algorithme, c'est-à-dire un processus automatique qui permet de trouver ce chemin minimal pour arriver le plus rapidement possible au cube résolu. D'accord ? Donc, je vous laisserai regarder cette page. Donc, ce théorème date de août 2014. D'accord ? Donc, c'est il y a juste un an. Et vous voyez donc ce tableau en bas à gauche. Donc, dans la colonne de tout à gauche, vous avez la distance au cube résolu. Donc, par exemple, si vous êtes à distance 0 du cube résolu, c'est que vous êtes le cube résolu. Donc, il n'y a qu'une seule position. Distance 1, c'est que vous prenez le cube résolu, vous faites un mouvement. Donc, combien il y a de cubes possibles ? Il y en a 12. Et etc. Donc, vous voyez que ça monte très vite. Ensuite, distance 14, 15, 16, etc. Et vous voyez que quand vous êtes à distance 20, il y a distance 20, 21, c'est là qu'il y a beaucoup de monde. Et puis ensuite, bizarrement, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, distance 22, vous voyez, ça diminue. 23, ça diminue. 24, il y a environ 150 000 cubes qui sont à une distance 24. 25, on ne sait pas trop, mais on pense qu'il n'y en a que 36. Et 26, on pense qu'il n'y en a que 3. On n'est pas complètement sûr. Mais donc, le théorème, c'est qu'on est sûr que n'importe quelle position du cube est à une distance au plus de 26. Et on sait qu'il en existe qui sont à distance 26. D'accord ? On pense qu'il n'y en a que 3, en fait une seule, parce que les 3, quand on en a une, on obtient les 3 fois autres par symétrie. Et on pense qu'il n'y a que ça, mais ce n'est pas complètement résolu le problème. Et pour vous donner une idée, c'est ce qui est indiqué ici. Ils ont fait ça par un calcul exhaustif. Donc ils ont fait ça sur un supercomputer, comme on dit là, des centres de calcul. Si vous faites le calcul qu'ils ont fait sur votre ordinateur personnel, ça vous demandera 29 années. 29 ans de calcul. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a un calcul vraiment gigantesque. Donc voici, je vous fais voir maintenant ça c'est le cube résolu, et ça c'est une des 3 positions du cube qui est à distance 26. Donc si un jour quelqu'un vous donne ce cube dans cette configuration-là, d'accord, et qui vous dit je sais le résoudre en 17 mouvements, c'est pas possible, d'accord ? Il faut au moins 26 mouvements. Donc je vous fais voir que donc là à chaque fois que je clique, je fais un mouvement, d'accord ? Donc on voit pas très bien, mais je vais vous le faire voir. Maintenant, pour aller du cube résolu au cube, voilà, comme ça. Ok ? Donc voilà, d'une certaine façon, ce cube-là est le plus dur possible, mais c'est vraiment dit que d'une certaine façon. En tout cas, c'est celui qui est à distance le plus loin possible qu'on connaisse du cube résolu. Alors, donc, maintenant qu'on a vu un petit peu que c'était quand même intéressant d'étudier les symétries, comment ça se passe, en fait, on est habitué à ça parce qu'il y a plein de symétries dans la nature autour de nous. Par exemple, si vous prenez vraiment dans la nature, si vous prenez un papillon, vous avez des ailes, même nous, on a 2 bras, etc. Il y a des symétries. Par ailleurs, vous avez sûrement étudié
au collège, au lycée, on joue aussi beaucoup avec les symétries sur les figures géométriques, le carré, le cube, etc. On apprend toutes ces symétries-là. Alors ce que je voudrais vous faire voir aujourd'hui, c'est qu'il existe aussi des symétries beaucoup plus subtiles en mathématiques qui sont dans les nombres. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on va essayer de découvrir qu'il existe des symétries dans les systèmes de nombres. D'accord? Donc c'est ça dont on va parler maintenant. Mais avant que je vous raconte ça, je voulais vous faire voir que en fait Nao il a un pote à lui qui est en fait encore plus rapide que le recordman du monde. D'accord? Donc je vous le fais voir. En fait, le record a été établi pareil il y a 1 an et le robot lui il va en 3 secondes 253. D'accord? Donc ça, pour le coup, il n'y a rien sur cette planète qui résout plus rapidement que le Rubik's Cube que cette machine-là. Donc je vous fais voir comment elle fait. Alors, soyez pas étonnés, mais ça va un peu vite. D'accord? Donc là, je vous fais voir le truc avant de le lancer, parce que donc là, pour ceux qui n'ont pas vu, mais le cube est là. Et puis là, il y a des bras un peu partout. Et puis là, il y a un téléphone portable, c'est lui qui fait les calculs. Alors attention, on appuie. Voilà, c'est terminé. D'accord? Donc ça, c'est le record de résolution du Rubik's Cube. OK? Alors maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer aux symétries dans les systèmes de nombres. Pour le moment, je vois pas qu'il y ait grand monde qui tweet, mais c'est pas obligé. Hein. Mais ah bon? Comment ça marche pas? Vous êtes bien sur ce hashtag-là? Ah, mais comment se fait-ce? Bon. Non, on peut pas mettre instantanément. Ok, alors, donc avant d'attaquer les systèmes de nombres, il faudrait juste que vous mettiez dans un petit coin de votre tête des choses comme ça. Donc, des choses très simples. Donc, on va reprendre cette idée dont on a parlé tout à l'heure de graphe. D'accord? Donc, vous vous rappelez ce truc? On a des sommets et puis on a des arêtes pour connecter les sommets. Alors c'est ce que j'ai dessiné là dans le coin à droite, et puis là au milieu. Alors voici la règle pour fabriquer ce genre de petits dessins, qu'on pourrait dire que c'est des dessins d'enfants, d'accord, faits par des enfants. Donc vous avez 2 sortes de sommets, il y a deux sortes de couleurs maintenant, il y a des sommets jaunes et des sommets noirs. Et puis ensuite vous mettez des arêtes, et une arête elle va toujours d'un sommet jaune vers un sommet noir. D'accord? Jamais de noir vers noir ou de jaune vers jaune. Ok, donc vous voyez que les 3 dessins que je vous ai donnés, ils respectent ça. Il y a des sommets, jaune et noir, et à chaque fois, vous avez un jaune qui va vers un noir vers un jaune vers un noir. D'accord? Ok, c'est clair? Alors, bon, on peut faire plein de petits dessins comme ça, ok, ça ne mange pas de pain. Mais il y a un truc qu'on peut faire aussi, une fois qu'on a fait un petit dessin comme ça, c'est regarder qu'il y a une sorte de symétrie qui porte un nom extrêmement compliqué, qui s'appelle la monodromie, et qui fonctionne de la façon suivante. Donc il y en a deux. Vous choisissez d'abord un sommet, par exemple les sommets jaunes. Donc c'est ce que j'ai pris ici. Et en fait, ce que vous faites mentalement dans votre tête, c'est que vous prenez une arête qui part de ce sommet jaune, et vous l'envoyez sur l'arête suivante, vous tournez dans le sens anti-horaire, et vous l'envoyez sur l'arête suivante qui part également du sommet jaune. Et pareil, cette arête-là, vous l'envoyez sur l'arête suivante, et celle-ci sur l'arête suivante. D'accord? Et vous faites ça autour de tous les sommets jaunes. D'accord? Donc si vous faites ça ici, cette arête-là va être envoyée sur celle-ci sur celle-là, et celle-là sur celle-ci. D'accord? Si vous prenez ce dessin-là, cette arête jaune, vous tournez autour du truc jaune, et puis vous revenez sur vous-même. D'accord? Et
Et puis pareil par là. Et puis ici, si vous prenez celle-là, vous tournez autour de jaune, elle vient là. Et puis celle-là, elle vient là. Et puis celle qui est là, elle est envoyée sur elle-même. Et puis vous avez la même chose avec les sommets noirs. D'accord? Donc retenez ça, faire des petits dessins, d'accord? Et puis cette chose-là qu'on appelle une action, l'action de monodromie. D'accord? Donc c'est exactement, il faut y penser comme vous avez votre cube et vous avez les symétries ou les mouvements du cube qui agissent et qui transforment le cube. D'accord? Donc là, vous avez des dessins d'enfants et vous avez cette action-là qui joue sur les dessins d'enfants. Alors, je vous en ai fait d'autres pour vous faire voir à quel point je dessine bien. Vous voyez? D'accord? Et donc c'est ça qui justifie qu'on appelle ça des dessins d'enfants. D'accord? Donc mettez ça dans un coin de votre tête. Et maintenant, on va aller se promener dans le jardin des nombres, d'accord, pour partir à la recherche de symétrie dans les nombres. Alors, là, je vous ai dessiné un axe. D'accord. Et j'ai dessiné 3 points. Donc un bleu, un vert, un rouge. Donc le point bleu, c'est le nombre 2, le vert, c'est le nombre 3, et le nombre 5, et le rouge, c'est le nombre 5. Donc vous remarquez que le nombre rouge, c'est la somme du nombre bleu et du nombre vert. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut comprendre comment additionner les nombres de manière un petit peu géométrique? Alors j'espère que je ne vais pas vous rappeler de trop mauvais souvenirs. Là, j'ai pris un autre exemple, vous voyez, j'ai pris avec des nombres négatifs, mais vous remarquez que le vert plus le bleu, c'est toujours égal au rouge. Donc, comment comprendre ça de manière un petit peu plus géométrique? Eh bien, l'idée, c'est de dessiner des flèches pour chacun des points, qu'on va appeler des vecteurs. Donc, cette flèche, ces vecteurs, ils partent toujours de 0, ils vont jusqu'au point, et ils indiquent dans quel sens il faut aller. Et comment on fait pour additionner deux nombres? En fait, l'idée, c'est que vous allez prendre la première flèche, vous la dessinez, et puis ensuite vous voulez additionner le point bleu. Donc vous allez prendre la flèche qui correspond à bleu, et vous allez la déplacer pour venir la coller au démarrage de vert. Et puis là où vous allez arriver, d'accord, ça vous donnera la solution. Bon, là, j'ai fait dans l'autre sens. D'accord? Donc oui, c'est clair, c'est comme ça qu'on additionne et vous voyez, ça marche dans tous les sens. Ok, donc ça c'est très bien. Maintenant, une fois qu'on sait additionner les nombres, on peut avoir envie de multiplier les nombres. Donc là, c'est pareil, on a notre flèche bleue qui représente le point 1 et puis notre flèche verte qui représente le point 1,5. Et donc ce qu'on voudrait, c'est multiplier par le point vert, donc par 1,5, le point bleu et faire ça plusieurs fois de suite. Ok, donc si on fait ça, on obtient ceci. Ok, donc essayons de faire ça maintenant en multipliant par un nombre négatif. Donc vous voyez, on a toujours notre flèche bleue qui est le nombre 1, et cette fois le vert c'est pas 1,5, c'est moins 1,5. Donc essayons de voir qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez qu'à chaque fois, on passe d'un côté et puis de l'autre. Donc ça, c'est dû au fait, c'est la fameuse règle qu'on apprend, que quand on multiplie, si vous avez un nombre positif et que vous le multipliez par un nombre négatif, ça devient négatif. Et quand vous avez un nombre négatif et que vous le multipliez encore par un nombre négatif, ça devient un nombre positif. D'accord ? Donc c'est ça qui fait que quand vous multipliez par un nombre négatif, vous passez d'un côté de l'autre. Ok ? Bon, mais à vrai dire, c'est ainsi, mais c'est pas très géométrique, on ne comprend pas très bien pourquoi ça fait ça. Donc je vais essayer de vous faire voir qu'on peut faire ça de manière beaucoup plus géométrique. Regardez de la façon suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur cette figure? En fait, au lieu de multiplier par un moins 1,5, d'accord, ce qui fait passer d'un côté de l'autre et on ne comprend pas très bien, ce qu'on va faire, c'est que
À chaque fois, on va multiplier par 1,5, parce que ça, on sait faire, multiplier par les nombres positifs, c'est facile. Mais à chaque fois, on multiplie par 1,5 et en même temps, on fait une rotation, d'accord, de 180 degrés. Ok, donc je vous refais voir le truc. À chaque fois, je multiplie le nombre, je fais une rotation de 180 degrés. Je multiplie la longueur, je fais une rotation de 180 degrés. D'accord? Donc là, la multiplication par un nombre négatif devient un peu plus géométrique. C'est simplement multiplier les longueurs et faire une rotation de 180 degrés. Ok, donc c'est ce que j'ai matérialisé par cet angle. Mais maintenant, on va essayer de jouer avec ce concept-là. Le concept qui consiste à dire, je multiplie la longueur et je tourne par un certain angle, mais qui n'est pas forcément 180 degrés. On a envie de choisir n'importe quel angle. Donc commençons par l'angle, je tourne de 90 degrés. D'accord ? Je vais multiplier les longueurs et je tourne de 90 degrés. Qu'est-ce qui se passe ? Donc regardez la flèche bleue, donc je vais multiplier maintenant ma flèche bleue, qui est toujours le point 1, par cette flèche-là, donc qui mesure toujours 1,5 de longueur, mais qui est tournée de 90 degrés. Donc si je fais ça, j'obtiens quelque chose comme ceci. D'accord ? Donc à chaque fois, vous voyez, je tourne de 90 degrés. Ok ? Mais ce faisant, je suis sorti, d'accord, de la ligne de mes nombres. D'accord ? Il y a des nouveaux nombres qui sont apparus là, qui sont dans le plan. Ok ? C'est ça qui est intéressant. Et on peut continuer ce jeu. Là, vous voyez, je vous donne d'autres exemples. Donc là où on a choisi un nombre qui cette fois était d'angle 45 degrés. Ok, donc on peut faire ce jeu. Vous choisissez une longueur, vous choisissez un angle et multiplier par ce nombre, ce couple longueur-angle, c'est multiplier les longueurs de manière habituelle et faire tourner les choses par l'angle en question. Et ce faisant, d'accord, vous créez tout un nouvel ensemble de nombres qui sont les nombres qui apparaissent dans le plan. Donc on leur donne un nom un petit peu compliqué, et on dit même qu'ils s'appellent des nombres complexes. D'accord ? Mais ils ne sont pas si complexes que ça. Il faut juste y penser comme un nombre habituel et un angle par rapport à l'origine. Donc vous voyez maintenant ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des nombres, vous pouvez aussi les multiplier par eux-mêmes. C'est-à-dire vous prenez un nombre et vous le multipliez par lui-même. Donc c'est ce que j'ai fait avec le nombre vert. Si je le multiplie par lui-même, il va devenir le nombre bleu ici. Bah oui, parce que le nombre vert, il est tourné de 90 degrés. Il a une longueur 1. Donc 1 par 1, ça fait 1. Et puis 2 fois 90 degrés, ça vous amène sur ce nombre-là. D'accord ? Ok ? Donc le nombre vert, il a cette propriété que si je le multiplie par lui-même, il est égal au nombre moins 1. D'accord ? Donc c'est super. Parce que, enfin en tout cas, si on vous a appris à l'école que quand on multiplie un nombre par lui-même, c'est toujours un nombre positif, ben, je viens vous faire voir qu'il existe des nombres complexes, et parmi ceux-là, il y en a certains que quand on les multiplie par eux-mêmes, ils deviennent négatifs, peuvent être égaux à moins 1. D'accord ? Donc on a étendu le concept de nombre. Ok, pareil, si vous prenez ce nombre vert-là, donc qu'est-ce que c'est ce nombre vert-là ? Ben, c'est une longueur 1, et puis un angle qui fait tout ça. Et tout ça, c'est 180 plus 90, c'est 270 degrés. Donc si vous faites 270 degrés plus 270 degrés, donc vous prenez la longueur verte, là, l'arc vert, vous le rajoutez ici, et ça va vous amener sur le nombre moins 1. D'accord ? Donc ce nombre aussi qui est ici, là, eh bien, il vérifie également que multiplié par lui-même, vous tombez sur moins 1. Ok ? Donc maintenant qu'on a compris ça, en fait, on peut s'amuser. Et là, ce qu'on illustre sur ce truc-là, c'est que le nombre vert multiplié par le nombre bleu est égal au nombre rouge. D'accord ? Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous prenez, les longueurs sont multipliées normalement. Donc si vous mesurez la longueur du vert par la longueur du bleu, vous obtenez la longueur du rouge.
Et puis pour trouver l'angle du rouge, ben, vous prenez l'angle du bleu plus l'angle du vert. Ça vous donne un nouvel angle et c'est l'angle du rouge. D'accord? Donc on sait multiplier ces nombres complexes. D'accord? Et vous voyez que ces nombres complexes ont une nature qui est très très géométrique. Ok. Mais vous voyez aussi que pour avoir un nombre complexe, il faut se donner deux choses. Il faut se donner une longueur et un angle. D'accord? Donc ça nous fait penser que ce sont des nombres qui contiennent plus de choses que les simples nombres réels. Ils sont, on va dire qu'ils sont de dimension 2 parce qu'il faut se donner deux paramètres pour les repérer. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, donc il existe toute une famille de nombres, les nombres complexes, d'accord, qui en fait on peut les voir comme des points du plan. Ces nombres-là, on peut les additionner et on peut les multiplier de la façon géométrique qu'on vient de voir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste zoomer. Donc vous voyez que j'ai repéré simplement avec les longueurs, donc j'ai mis des cercles et puis les angles. Et puis vous voyez que du coup un nombre complexe, on peut également le repérer par ce qu'on appelle son abscisse et son ordonnée. Donc maintenant là j'ai fait tourner le plan et maintenant j'ai tourné, faut tourner la tête. Donc j'ai mis l'axe qu'on avait tout à l'heure, l'axe des nombres réels, là, je l'ai mis verticalement. Donc le point 1 il est par là, d'accord? Et puis ça c'est le point tourné de 90 degrés et ça de moins 90 degrés, d'accord? Donc j'ai fait ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà les nombres complexes. Et donc, je les perturbe un peu en tournant un peu les axes, d'accord? Pour leur faire voir qu'on a le droit de tourner les axes. Et donc là, ce que j'illustre, c'est que j'ai pris la racine carrée du disque qu'on avait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre la racine carrée? D'accord? Ben, prendre la racine carrée d'un nombre, vous savez, c'est chercher un nombre dont le carré vaut le nombre de départ. Par exemple, si vous prenez un nombre comme 9 et vous cherchez une racine carrée, eh bien, par exemple, vous avez 3, parce que 3 fois 3 égale 9. Okay? Mais on peut faire pareil avec nos nombres complexes. On peut prendre un nombre complexe et chercher une racine carrée de ce nombre complexe. Donc c'est ce que j'ai dessiné là. Donc au départ, je suis parti du grand disque et j'ai pris une racine carrée de chacun des points qui étaient dans le disque, et j'ai obtenu un point qui était dans le disque en haut. Et comment on fait pour prendre la racine carrée? Ben, c'est facile, hein, on divise l'angle par 2, et on prend la racine habituelle sur la longueur. D'accord? Je vous rappelle, un nombre complexe, c'est la donnée d'une longueur et d'un angle. Prendre sa racine carrée, c'est prendre la racine carrée de la longueur, comme on fait d'habitude, et diviser l'angle par 2. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Ok? Mais en fait, quand on dit que racine carrée de 9, c'est 3, c'est pas tout à fait exact. Parce que moins 3, ben, il fait le même job que 3. D'accord? Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc en fait, il n'y a jamais une racine carrée, mais il y en a deux en fait. À part pour 0, pour tous les autres nombres, y compris les nombres complexes, il y a toujours deux racines carrées. Et c'est ce que je vous ai illustré d'ailleurs tout à l'heure, quand je vous ai fait voir qu'il y avait un nombre particulier dont le carré valait moins 1, je vous ai fait voir qu'il y avait aussi son nombre opposé, dont le carré valait également moins 1. D'accord? Donc si vous avez un nombre qui est une racine carrée, son opposé est également une racine carrée. Donc c'est ce qu'on voit là. Ici c'était des racines carrées, mais les nombres qui sont là sont également des racines carrées. Ok, très bien. Donc maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en 3D. Et donc ce que j'ai mis là, c'est un coup de ciseau sur le plan. Donc en fait, on va enlever le point 0 qui est un peu casse-pied. Donc on va l'enlever pour toute la suite de l'exposé. Il est un peu casse-pied parce qu'il n'a qu'une seule racine carrée. D'accord? Contrairement à tous les autres nombres qui en ont deux. Donc pour ça, c'est un petit peu embêtant. Donc on l'enlève. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le long de l'axe réel. D'accord? Et j'ai fait un petit peu de place. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vriller le plan. Donc là, c'est toujours les mêmes nombres complexes. Simplement, j'ai ouvert le plan, d'accord? J'ai mis un petit coup de ciseau, et puis j'ai tourné ma feuille, je l'ai vrillée. Et je l'ai mis sous cette position-là. De sorte que, en fait,
Si vous prenez un point, là, donc c'est un certain nombre complexe, et si vous prenez celui qui est en face dans la couche qui est en dessous, parce qu'il y a deux couches, eh bien en fait ces deux nombres-là, ils ont le même carré. D'accord ? Et c'est ce que je m'illustre là en reprojetant les choses. D'accord ? Donc je ne sais pas si vous avez bien attrapé l'idée. Je vous refais voir ça. Donc d'abord, on prend le plan de tous les nombres complexes. On met un coup de ciseau sur les réels négatifs pour ouvrir un peu. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, ben on vrille notre plan, d'accord, pour mettre deux couches. Et on vrille de telle façon que finalement, prendre un nombre et le mettre au carré, l'élever au carré, ça correspond en fait simplement à faire une projection comme indiqué sur cette figure. D'accord ? Et donc sur cette figure, on voit bien que chaque nombre complexe a deux racines carrées, puisqu'il y a deux couches au-dessus de lui. Ok, donc voilà ce que je voulais vous raconter sur les nombres complexes. D'accord ? Là, je vous illustre comment on fait pour prendre la racine carrée. Et bien sûr, on peut faire ce jeu-là avec plus de puissance. Là, vous voyez, j'ai pris une puissance 4. Il y a 4 couches. D'accord ? Donc j'ouvre le plan et je vrille 4 fois et je projette. D'accord ? Et donc cette projection, c'est en termes mathématiques, on va dire que c'est justement l'élévation à la puissance 4. C'est l'application qui est un nombre complexe, disons z, vous donne z puissance 4. D'accord ? Donc j'ai fini de vous raconter ce que je voulais vous raconter sur les nombres complexes. Et maintenant, on va pouvoir jouer avec eux. Et donc, pour ceux qui peuvent se connecter, vous devez, je vais faire quelque chose qui, j'espère, ne va pas tout casser. Donc, je vous rappelle l'URL, vous tapez www.florence, d'accord, Florence. D'accord, donc vous ne tapez pas ce que je tape, vous tapez Florence à la place et je vous ouvre normalement l'accès. D'accord ? Et les tweets suivaient ? Ah, fais voir. Non, ils ne suivent pas là-dessus. Bon, on verra après. Ouais. Alors le code Wi-Fi, pour ceux qui en ont besoin, c'est le réseau s'appelle Turing et le mot de passe s'appelle Florence. D'accord ? Tout en minuscule. Donc si vous faites ça, vous allez tomber sur cette page-là. D'accord ? Vous me dites si ça ne marche pas. Et vous énervez pas, ça peut prendre quelques secondes à charger. D'accord ? Et là, il y a un premier bouton qui s'appelle dessin 1. Et je vous ai donné l'équation en bas qui s'appelle x carré sur 3x moins 2. D'accord ? Donc si vous cliquez sur ce bouton, il faut attendre quelques secondes pour que les données arrivent. Et vous allez voir apparaître la chose suivante. D'accord ? Alors qu'est-ce que ça représente ? Donc ici, nous avons... donc x, c'est un nombre complexe. Donc je l'ai pris à la puissance 3, pardon. Donc j'ai mis x puissance 3 et j'ai divisé par 3x moins 2. D'accord ? Donc c'est une opération un peu plus compliquée que simplement prendre x donne x carré. Et en fait, donc ça prend un nombre complexe au départ et ça vous envoie un autre nombre complexe. Ok. Mais maintenant, ce que j'ai voulu faire, c'est de regarder quelle est la préimage de 0. C'est-à-dire quels sont les x tels que cette formule donne 0. D'accord ? Alors, en fait, c'est facile. Pour que cette formule donne 0, il suffit que x vale 0. D'accord ? Donc, ça correspond au point noir qui est ici. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est que x vale 0. Et puis, ensuite, je me suis demandé quand est-ce que cette formule valait 1.
Alors j'ai résolu l'équation et puis j'ai trouvé deux valeurs et j'ai mis 2 points jaunes. Et puis en bleu, j'ai mis tous les nombres qui valent entre 0 et 1. D'accord? Ok? Donc imaginez, vous prenez le segment 0,1, vous demandez quels sont tous les points qui s'envoient sur 0, ben, ça donne un point là, qui est là, le point noir. Vous demandez tous les points qui s'envoient sur 1, ça vous donne les 2 points jaunes. Et vous demandez quels sont les points, par exemple un demi, ben un demi, sa préimage, c'est ce point-là, c'est ce point-là et c'est ce point-là. D'accord? Ok, et maintenant ce que je fais, c'est que je vais prendre mon segment 0,1 et puis je vais le faire tourner autour de lui-même. Et puis ensuite, je pourrais faire pareil, je vais le faire tourner autour de 0. Et puis ensuite, je pourrais le faire tourner autour du point 1. Alors, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, je choisis mon sommet, par exemple le sommet noir, et je m'amuse à faire tourner. Et regardez bien ce qui se passe. Il se passe la chose suivante. Donc, le dessin de départ, ça devrait vous rappeler ce qu'on a appelé un dessin d'enfant. D'accord? Donc, je suis en train de vous expliquer que les petits dessins qu'on a fait tout à l'heure et qui ressemblaient à rien, en fait, derrière eux se cachent des équations. Derrière ce dessin-là, qui contient 2 points jaunes, 1 point noir et ces 3 arêtes reliées de cette façon-là, en fait, son équation, au dessin, elle est donnée ici. Et faire tourner autour du point 0 par l'opération de monodromie dont on parlait tout à l'heure, ben regardez, ici je le fais en direct, et vous voyez que cette action de monodromie dont je vous parlais, elle existe vraiment. C'est ce qui se passe quand vous prenez la préimage de l'intervalle 0,1 et que cet intervalle 0,1, vous le faites tourner autour du point 0. Vous voyez ce qui se passe sur le dessin. D'accord ? Si je clique maintenant et que je me demande une rotation autour du sommet jaune, eh bien, vous voyez que ça se passe, il se produit bien ce qu'on avait annoncé tout à l'heure. Autour de ce point jaune, ben, il n'y a qu'une arête, donc elle est envoyée sur elle-même. Et puis autour de ce point jaune-là, ben, l'arête qui est là est envoyée sur celle-là, et celle-là, elle est envoyée sur celle-là. Ok? Donc ça marche bien. Voyons un deuxième exemple. Ici, c'était ce dessin tout simple là. D'accord? Eh bien, je dis qu'il est donné par l'équation x donne x3. Alors essayons de voir pourquoi. Le point noir, ça correspond, je vous rappelle, à 0. Donc quand est-ce que x3 vaut 0 ? Ben, x3 vaut 0 si et seulement si x vaut 0. Donc il y a une unique solution qui est le point noir. Maintenant, les points jaunes, ça correspond à la préimage de 1. Quand est-ce que x3 vaut 1 ? Ben, en fait, il y a 3 solutions. Il y a le point 1, d'accord ? Et il y a le point qui est ici. Alors le point qui est ici, ben, tout simplement, c'est le point qui a une longueur 1 et un angle de 120 degrés. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le nombre 1, 120 degrés, quand vous l'élevez à la puissance 3, ben 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et 120 degrés plus 120 degrés plus 120 degrés, ça fait 360 degrés. D'accord ? Donc ce nombre-là, qui est le nombre 1, 120, son cube, c'est bien le nombre 1. Et pareil pour celui-là, dont l'angle vaut 240. 3 fois 240, ça fait 0. Ok, donc est-ce que l'histoire des rotations marche bien ? Donc je prends mon segment 0,1, je le fais tourner autour du point 0, et ensuite je le ferai tourner autour du point 1. Bien, voyons ce qui se passe. Eh bien, ça marche exactement comme on l'espérait. Regardons comment on fait tourner autour des points jaunes. Ben, ça tourne comme ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'une arête est envoyée sur elle-même et de cette façon-là. Ok, un dernier exemple. Dernier exemple, c'est celui-ci. Donc, dessin assez simple, d'accord ? Donc, à votre avis, quelle est l'équation de ce dessin ? Ben, en fait, je ne vous demande pas votre avis, parce que c'est vraiment dur. Mais en fait, elle est donnée par cette formule-là. Donc, c'est x au carré multiplié par 3 moins 2x. D'accord ? Donc, encore une fois, on peut chercher quand est-ce que cette expression-là vaut 0. Ben, quand cette expression-là, elle vaut 0, vous avez appris que quand un produit de deux facteurs, ça vaut 0
si et seulement si l'un des deux facteurs au moins est nul, d'accord? Donc ça arrive quand x vaut 0, et ça arrive aussi quand x vaut 3,5, d'accord? Donc il y a deux points noirs. Et puis quand est-ce que ce truc est égal à 1, je vous laisserai résoudre l'équation et vous trouvez deux points jaunes. Et puis s'articuler de cette façon-là. Et donc même gymnastique, on veut voir comment la monodromie agit. Et elle agit donc de cette façon-là, exactement comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ok? Donc ce qu'on vient de voir, c'est que à chaque fois que vous êtes en réunion ou à l'école et que vous embêtez, que vous gribouillez sur votre cahier un petit dessin en dessinant quelques points et quelques arêtes, en fait, derrière se cache un dessin d'enfant et donc des équations algébriques en fait extrêmement profondes, d'accord, et sur lesquelles aujourd'hui les gens travaillent et essayent de comprendre ça. Alors, cette idée-là que ces choses-là où on voit qu'il y a des nombres et il y a des symétries, et que quand on fait certaines choses, en fait, les nombres sont permutés et les symétries agissent, eh bien, on a un héros en France qui est à l'origine de tout ça, et dont je vais vous dire quelques mots. C'est Évariste Galois. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Mais, alors évidemment, Galois ne pensait pas du tout les choses comme je viens de les raconter. D'accord? Donc, Galois, c'est ce personnage-là. Donc, il est, juste quelques mots pour vous situer qui il est. Donc, c'est un jeune homme, puisqu'il est mort à 20 ans dans un duel, et qui a laissé une empreinte absolument indélébile dans les mathématiques. Et ces dates de vie, pour vous situer, c'est le début du 19e, c'est 1811-1832. Donc, en fait, Galois a compris l'importance des symétries qui sont ancrées vraiment dans les mathématiques, et l'idée que si on comprend les symétries, on va réussir à résoudre certains problèmes. Les problèmes qui passionnaient les gens à cette époque-là, c'était justement de résoudre des équations algébriques, comme on a regardé, c'est-à-dire vous prenez une équation qui fait intervenir des puissances de x, donc x, x carré, x3, x4, x5, etc. Donc vous regardez ce qu'on appelle un polynôme, et vous demandez est-ce qu'il existe des solutions. Alors si votre polynôme est de degré 1, c'est-à-dire qu'il n'y a que des x et puis des constantes, alors c'est très facile, d'accord ? Donc maintenant, si le polynôme est de degré 2, c'est très facile aussi. En fait, donc on apprend ça au lycée, mais en fait c'est connu depuis très longtemps, depuis au moins le temps des Babyloniens. Donc c'est très ancien. Ensuite, si vous avez un polynôme de degré 3, c'est connu depuis assez longtemps, mais moins longtemps, ça date de la Renaissance, on connaît ça. Et puis si on a un polynôme de degré 4, eh bien c'est également connu exactement aux mêmes années, par à peu près les mêmes gens, donc des gens comme Cardan, Cardano, Ferrari, etc., qui découvrent ces formules-là. Donc on sait résoudre, si vous me donnez une équation de degré 4, je peux facilement vous trouver une solution. Et ensuite, ok, et alors et le degré 5, et le degré 6, etc. Les gens ne savaient pas faire. Les gens butaient, d'accord, et c'est pas faute d'avoir essayé, mais personne n'arrivait à trouver une formule générale qui permette de résoudre les équations de degré 5 et de degré supérieur. Et Galois s'est attaqué à ce problème, mais il a complètement hacké le problème dans un certain sens, parce qu'il a pas voulu, il a compris qu'il fallait en fait étudier les symétries qui étaient cachées au cœur des équations et comprendre comment les symétries permutent les solutions d'une équation. Et il a travaillé sur ce genre d'idée, donc il a dégagé la notion vraiment de symétrie et de groupe de symétrie, et la façon dont ça agit sur les équations, et il a compris qu'en général, une équation de degré 5 et plus, il n'y a pas de formule, il n'existe pas de formule pour la résoudre, et il a compris précisément pourquoi, et ce précisément se cache dans le groupe de symétrie. Quand le groupe de symétrie a une certaine propriété, l'équation ne peut pas être résolue comme on souhaitait le faire, d'accord ? Donc,
on peut résumer ça dans cette phrase qu'il a écrite. Galois nous dit qu'il faut sauter à pieds joints sur les calculs, grouper les opérations suivant leurs difficultés et non suivant leur forme. Telle est ce mois la mission des géomètres futurs. Donc il y a vraiment une idée fondamentale, c'est cette histoire de groupe de symétrie, et de vraiment voir le problème complètement différemment, ce qui permet d'avancer. Donc comme je vous l'ai dit, Galois il est né en 1811 à Bourg-la-Reine, à côté de Paris. Ses premiers travaux, il les a transmis à l'Académie des sciences en 1829. Entre-temps, il avait passé une enfance assez heureuse dans sa famille, puis ensuite il est devenu pensionnaire au lycée Louis-le-Grand. C'est très intéressant de lire ces bulletins scolaires, d'accord, qu'on trouve facilement. Et puis il a eu deux échecs qui l'ont profondément marqué. D'une part, son entrée à l'école polytechnique. À l'époque, l'école polytechnique, c'était vraiment un endroit où était formée l'élite pour tout, l'élite scientifique, et en particulier vers la recherche. D'accord, l'école normale supérieure à cette époque-là n'avait pas du tout le même prestige que l'école polytechnique. Et puis il a été également marqué par la mort tragique de son père. Ça, c'est la première chose. Et deuxième difficulté qu'il rencontre, c'est que ses travaux sont extrêmement difficiles à comprendre, d'accord, même par les plus brillants esprits de l'époque. Et donc, il faudra beaucoup de temps pour que les idées de Galois soient assimilées et qu'elles pénètrent véritablement l'esprit des mathématiciens et qu'ils s'en emparent. Et aujourd'hui, le mot de Galois est omniprésent en mathématiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste un mot pour vous rajouter que c'était un républicain absolument passionné, d'accord, et peut-être que c'est l'une des raisons qui lui ont valu de mourir en duel très très jeune. En tout cas, c'était quand même quelqu'un plein d'énergie et plein de fougue, d'après ce qu'on en sait. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur Galois. Et puis je voudrais maintenant vous faire voir un dernier dessin d'enfant, d'accord, mais qui est un petit peu particulier par rapport au dessin précédent. Donc pour le moment, il a l'air de ressembler à un dessin habituel, mais en fait, vous apercevez qu'en fait, je l'ai dessiné, il est dans l'espace. Ok. Et en fait, il a une équation beaucoup plus compliquée que la précédente, parce qu'elle est donnée par cette formule-là, y carré moins y égale x3, donc il y a deux nombres, x, y, d'accord, ce qu'on va appeler une courbe elliptique. Et alors maintenant, on veut regarder qu'est-ce qui se passe s'il y a cette action de monodromie, est-ce qu'elle existe de la même façon? Ben, regardez, oui, mais elle est un petit peu rigolote, dans le sens que je vais vous faire voir d'abord le sommet blanc. Donc si je le mets comme ça, donc vous voyez que les trois brins, les trois arêtes sont inversées, et puis ça se passe bien dans le sens anti-horaire, comme on l'a expliqué. Mais si on regarde la rotation autour du sommet noir, ben en fait, elle se passe dans le sens horaire. D'accord ? Donc là, il y a un truc un petit peu subtil, et c'est à cause de ça que ce dessin ne peut pas être dessiné dans le plan et avoir une action comme tout à l'heure. Parce que si vous essayez de le dessiner dans le plan, vous ne pourrez pas avoir une action de telle sorte que ça tourne dans un certain sens d'un côté et dans l'autre sens de l'autre côté. Alors précisément, justement, parce que ce dessin ne vit pas dans le plan, il vit sur un objet plus compliqué qui est cet objet-là, et que je peux vous dessiner. Alors, le voici. C'est assez compliqué de se rendre compte de ce qui se passe, mais je vous déchiffre quand même. Donc le mouvement, ce qui se passe sur cet objet-là, qui est une certaine surface. Alors pourquoi c'est une surface? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai voulu résoudre l'équation qui était là-haut. Donc y2 moins y égale x3, avec des nombres complexes.
Donc pour chaque, je me suis donné un nombre complexe y, et puis pour chaque y, je cherche quels sont les x qui satisfont y carré moins y égale x3. D'accord? Donc je fais ça. Et puis pour chaque y, ça me donne en général 3x. Et puis je fais varier y et j'obtiens toute une famille de couples xy. Alors, quelle est la nature de cet objet? La nature de cet objet, c'est que vous voyez, comme vous avez deux nombres complexes, x et y, c'est un objet qui doit vivre dans un espace de dimension 2 complexe, c'est-à-dire de dimension 4 réelle. D'accord? Donc, vous savez qu'on vit plutôt, notre espace là, est de dimension 3, disons en première approximation. Et là, l'objet sur lequel dans lequel vit notre courbe elliptique est de dimension 4. Donc comment visualiser un espace de dimension 4? Alors, c'est la difficulté que j'ai eue. Donc ce que j'ai fait en fait, donc là pour ceux qui ne connaissent pas le film Dimension, je vous invite à aller le regarder et vous comprendrez mieux ce que je vais expliquer maintenant. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma courbe elliptique qui est dans cet espace de dimension 4. Et puis, quelque part, j'ai pris une sphère de l'espace de dimension 4. Donc, c'est une sphère qui, elle, est de dimension 3. Et j'ai projeté ma courbe sur cette sphère de dimension 3. Et une fois que j'ai eu cette projection, j'ai fait une projection stéréographique dans l'espace R3. Et ensuite, j'ai fait une projection sur l'écran. D'accord ? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cet objet-là, c'est pour ça qu'il y a des auto-intersections qui n'existent pas dans la réalité. D'accord ? Mais ce que vous voyez en gris, c'est cette surface-là. Ça correspond à une surface, vraiment un objet qui est une surface, mais que j'ai obtenu par un moyen assez compliqué. D'accord ? Donc il existe également des dessins d'enfants sur des surfaces. Donc à chaque fois que vous prenez une surface, par exemple vous prenez une sphère, un ballon de foot, vous pouvez faire des dessins sur votre ballon de foot. Vous faites des points jaunes, des points noirs, vous les reliez. Et derrière se cache une équation compliquée et qui est compliquée à trouver. D'accord ? Ok ? Et vous pouvez faire ça sur des choses plus compliquées. Vous prenez par exemple un tore, c'est-à-dire une bouée. Et pareil, sur votre bouée, vous dessinez des dessins d'enfants. Eh bien, ce qu'on a là en gris, c'est exactement une bouée, en fait. Donc c'est un tore, une bouée. Simplement, elle est vrillée un peu dans tous les sens, et puis elle s'auto-intersecte, ce qu'elle ne devrait pas faire, mais ça, c'est dû à ma projection. Et notre dessin vit bien sur cette bouée-là. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une courbe elliptique. Alors, maintenant qu'on a quelques idées sur les courbes elliptiques, je vous propose de jouer avec la courbe elliptique. D'accord ? Alors, pareil, de vous connecter sur le deuxième truc que j'ai ouvert, d'accord ? Et là, j'espère que vous allez pouvoir venir nombreux là-dessus. Donc, je vous ouvre le truc, ok ? Donc, dites-moi si ça marche. Voilà, vous tapez un petit pseudo, donc par exemple, moi je le fais, par exemple là, hop, Aurélien. Et vous devriez tomber sur cette page-là, d'accord ? Ok ? Et avant de faire ça, je vous dis qu'est-ce qu'on va faire sur cette page-là. Eh bien, on va étudier cette courbe, une certaine courbe elliptique, qui est celle que j'ai écrite là-haut. D'accord ? Donc, qui est l'équation y carré plus y égale x3 moins x2. D'accord ? Donc, je vous laisse prendre le temps de vous connecter. Je vous explique ce qu'on va faire sur cette page. Alors, donc vous regardez cette courbe-là, et donc vous pouvez chercher des solutions de cette équation. Donc, si vous cherchez des solutions avec des nombres réels, comme on fait d'habitude au lycée, vous voyez, vous obtenez cette courbe qui est là. D'accord ? Que j'ai dessinée là en rouge. OK. Ça, c'est une première chose. Et puis, vous pouvez également chercher des solutions en nombres complexes. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez obtenir quelque chose qui a la forme d'un tore, d'accord, que j'ai dessiné ici.
Donc on ne voit pas, d'accord, c'est la surface grise qu'on voyait tout à l'heure, mais qui était tout un petit peu emmêlée. Donc là, je l'ai dessiné juste pour vous faire voir qu'il existe, que ça donne en fait un tore. Mais en fait, on peut aussi chercher des solutions ailleurs que dans les nombres réels et les nombres complexes, et c'est ça dont je veux vous parler maintenant. Alors comment on fait ça? Eh bien, en fait, on va chercher ce qu'on appelle des solutions modulo un entier. Donc il faut que je vous apprenne qu'est-ce que ça veut dire modulo un entier. Donc quand vous avez une montre, d'accord, elle vous indique l'heure, donc vous avez 1 heure, 2 heures, etc. Quand vous arrivez à 11 heures, ensuite ça repasse à 0, d'accord, et vous recommencez. Donc en fait, votre montre, l'aiguille vous indique quelque chose modulo 12. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à 12, on revient à 0. D'accord ? On est habitué à ça dans la vie tous les jours, en fait. D'accord ? Donc et en fait, on peut faire des calculs avec ces nombres-là, les nombres modulo quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, si je vous demande quel jour on sera exactement dans un an. Est-ce que vous savez répondre à cette question? Si je vous demande quel jour on sera exactement le 9 août 2016. Bon, donc la première façon de faire, c'est de prendre un agenda, d'accord? Donc ça, c'est OK. Mais, et la deuxième façon de faire, c'est de se dire, en fait, c'est pas si compliqué que ça, parce que dans 7 jours, on sera le même jour qu'aujourd'hui, donc dimanche, d'accord? Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, donc dans un an, c'est se demander quel jour on sera dans un an, c'est pareil que se demander quel jour on sera dans 365 jours. D'accord ? Mais à chaque fois que vous avez un multiple de 7, d'accord, ça ne sert à rien. Vous pouvez l'enlever. Parce qu'on sait que dans 7 jours, on sera encore dimanche. OK ? Donc du coup, il faut regarder combien vaut 365 modulo 7. D'accord ? Si vous imaginez une horloge qui a 7 heures, et puis vous mettez 365, mais à chaque fois que vous arrivez à 7, vous revenez à 0. OK ? Mais il y a juste une petite subtilité, c'est que comme on va être en 2016 l'année prochaine, il risque d'y avoir un jour de plus. D'accord ? Donc, se demander quel jour on sera dans un an, c'est se demander quel jour on sera, non pas dans 365, mais dans 366 jours. OK, alors combien ça vaut 366 modulo 7 ? C'est facile, parce que 7 fois 5, 35. D'accord ? Donc 7 fois 50, 350. Donc vous savez déjà que 350, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc vous enlevez. Donc il vous reste, pour aller de 350 à 366, il vous reste 16. Donc se demander quel jour on sera dans un an pile, c'est exactement se demander quel jour on sera dans 16 jours. Et dans 16, il y a 14, qui ne sert à rien. Donc il reste 2. Donc à mon avis, on sera un mardi. Donc à vérifier, mais ça doit marcher. D'accord ? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher des solutions à cette équation, mais modulo 2, modulo 3, modulo 5, etc. D'accord ? Donc les règles du jeu sont claires pour tout le monde. Donc c'est maintenant que vous devriez pouvoir commencer à jouer. Et je vois qu'il y en a qui ont commencé à jouer, qui sont ici. Évariste Gaulois, en fait c'est gallois. D'accord ? Donc ici, il faut trouver des solutions modulo 2. Donc 2572, ça me paraît un peu curieux, parce que 25, ça vaut combien en fait, modulo 2 ? Ça vaut 1, d'accord ? Parce qu'il y a 24 qui est un nombre pair, vous pouvez enlever. Et 72, ça vaut 0. Donc en fait, ce nombre 2572, vous auriez pu mettre 1, 0. Et alors maintenant, est-ce que 1 et 0 marchent ? Si je fais x qui vaut 1, et x, donc ce nombre-là, x3 moins x2, ça vaut 1 moins 1, ça vaut 0. C'est bon ? Et y2 plus y, ça vaut 0. D'accord ? Donc ça marche. Donc ce nombre-là qui a été mis extrêmement compliqué, qui vaut le nombre 1, 0, il marche. OK ? Donc
c'est bien. Est-ce que 2, 1 marche? Alors 2, c'est pareil que 0. D'accord? Donc la question, c'est est-ce que le couple 0, 1 fonctionne? Ben, 0, le membre de droite vaut 0. D'accord? Et le nombre 1, vous allez avoir 1 plus 1 égale 0. Donc ça marche. Ok? C'est clair, c'est clair? Donc là, c'est pareil, Patate, il n'a pas compris que... bon, déjà, c'est bizarre qu'il donne un nombre qui n'est pas un nombre entier. D'accord? Donc ça, déjà, si c'est un nombre qui n'est pas entier, ça ne veut rien dire pour notre affaire. D'accord? Et puis 32, modulo 3, d'accord? Ça vaut combien? 32 modulo 3, ça vaut 2. Parce que dans 32, il y a 30 qui ne sert à rien. D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a... Ben là, c'est pareil. Hein. Je pense que Patate, il n'a vraiment rien compris. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui participent? « 42. J'ai l'impression qu'il y en a qui font un peu au hasard. Mais donc, combien ça vaut? Bah, ça vaut 0, 0, donc ça marche. Ok. Mais c'est une façon bien compliquée. Ah, mais 42, est-ce que... 42, c'est pas un multiple de 7, si? Si? Bon, bah alors c'est bon. D'accord? Donc c'est bien 0, 0. Ok? Donc ça marche, mais c'est pareil que 0, d'accord? Fabien 0, donc 1, 0, ça marche, on l'a vu. Évariste Gaulois, il pense que 4, 0, modulo 3, mais 4 c'est pareil que 1. Donc, est-ce que ça marche le couple 1, 0? Ben, ça marche parce que x3 moins x2, ça vaudra 1 moins 1, 0. Et les y, ça vaudra 0. D'accord? Donc, ce truc marche bien. Voilà, 4, 0 et 1, 0, c'est pareil. Ok? Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Donc, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris l'idée. D'accord? De ce que ça veut dire résoudre modulo P, où P, on choisit un nombre premier. Très bien. Alors, revenons à notre histoire. Et en fait, je vais vous faire voir que j'ai demandé à l'ordinateur de calculer un petit peu qu'est-ce qui se passe pour d'autres P. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai inscrit ici, sur cette page-là. Donc, d'abord, j'ai commencé par définir notre fameuse courbe elliptique. D'accord? Donc, je vais expliquer qu'elle avait ces coefficients-là. Et je vous fais voir, donc il est d'accord, c'est bien l'équation y2 plus y égale x3 moins x2, c'est bien l'équation qu'on était en train d'étudier. Très bien. Donc ensuite, je lui demande de calculer certaines choses qu'on appelle le conducteur de la courbe. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais en gros, il faut retenir que c'est un nombre 11, qui est un nombre premier, ici, et qu'on va mettre à l'écart, parce qu'il est un petit peu embêtant. Et ensuite, je lui ai demandé de calculer modulo 2, ma courbe. Donc je lui ai demandé quels sont les points qu'il y a sur la courbe modulo 2 et combien il y en a. Donc j'ai fait ça, il fait ça, vous voyez, très rapidement. Et il trouve les points 0, 0, le point 0, 1, le point 0, 1, le point 1, 0 et le point 1. Vous vous occupez pas du troisième, le troisième nombre qui est toujours un 1. Donc il a trouvé 5 solutions. Donc elles n'étaient pas tout à l'heure, il n'y avait pas 5 solutions. Elles étaient là, il n'y avait pas du tout 5 solutions. Bon, il y a surtout des clowns. Il y a un 1. Donc un 1, vous voyez qu'elle est là. D'accord? Ok? Et donc c'est pareil, après, j'ai fait des choses modulo 3. Donc c'est pareil, je lui demande le nombre de solutions, il en a trouvé 5. Et puis modulo 5, modulo 7, etc.
Et puis là, ce que j'ai fait, c'est, vous voyez comme il compte très vite, je lui ai demandé de me donner ce qui se passe pour les 50 premiers, nombres premiers qu'il rencontre. Et je lui demande de me dire à chaque fois combien il y a de solutions, d'accord, et de retrancher le nombre premier en question. D'accord, donc je vous redis ce qui est inscrit ici. Donc je regarde combien il y a de solutions modulo P. Et en fait, on sait démontrer que on s'attend à en trouver environ P. D'accord, le nombre de solutions modulo P, c'est environ P. Donc du coup, je vais retrancher ce P. Et donc je lui demande, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on trouve? Donc vous voyez, si vous regardez le nombre de solutions modulo 2 et que vous retranchez à environ 2, on va obtenir moins 2. D'accord, parce que je vous rappelle que le nombre de solutions modulo 2, c'était 5. Donc on obtient... en fait, j'ai pas mis P, là j'ai mis P plus 1. Donc on obtient 3 moins 5, moins 2. Ok, et puis pareil, si vous regardez le nombre de solutions modulo 3, on en a trouvé 5. Donc si vous faites 3 plus 1, 4, 4 moins 5, vous trouvez le moins 1 qui est là. Etc. Et vous continuez comme ça. D'accord, et vous continuez jusqu'à l'infini. D'accord, donc pour chaque P, vous comptez le nombre de solutions modulo P. Ok, voilà, c'est clair ce qu'on fait. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, la question c'est, est-ce qu'on peut prédire les nombres qui vont apparaître? Donc si je vous donne la suite de nombres 2, 5, 8, 11, est-ce que vous pouvez prédire la suite? Réponse, oui, parce qu'on sent que c'est une suite arithmétique de raison 3. Chaque fois, on ajoute et on a 3 suivants. Maintenant, si je vous donne cette suite-là, est-ce que vous êtes capable de prédire la suite? Voilà, 21, parce qu'en fait, chaque nombre, il est obtenu en additionnant les deux nombres précédents. D'accord? C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Si je vous donne cette suite-là, est-ce que vous êtes capable de me prédire le nombre suivant? Alors là, c'est plus dur. Ben en fait, c'est une suite qui est très marrante parce qu'il faut la prononcer. Il faut la prononcer pour savoir ce qui va se passer. Donc vous partez de 1 et vous lisez. Donc vous avez 1, 1. Donc c'est ce que j'ai marqué, 1, 1. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ben, j'ai 2, 1. Donc j'ai marqué 2, 1. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ben, j'ai 1, 2, 1, 1. Donc j'ai marqué 1, 2, 1. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ben, j'ai 1, 1, 1, 2, 2, 1. Donc j'ai marqué 1, 1, 1, 2, 2, 1. D'accord? Vous voyez le truc? Ensuite, j'ai 3, 1, j'ai 2, 2, et j'ai 1, 1. D'accord? Et vous continuez le truc. D'accord? C'était pas évident, d'accord? Mais cette suite, elle est très très marrante. Je vous raconterai ça une autre fois. La suite de Conway. Et maintenant, je vous remets la suite qu'on a trouvée tout à l'heure. Enfin, on a vu les premiers nombres. D'accord? Donc, je vous rappelle, c'est les solutions modulo P de notre courbe elliptique. Donc, la question, c'est est-ce que vous pouvez prédire ce qui se passe dans les pointillés? D'accord? Donc, c'est notre suite mystérieuse. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est comprendre globalement cette suite, c'est-à-dire la comprendre d'un coup, d'un seul. Donc, en fait, c'est un problème qui est extrêmement difficile. Donc, pour vous donner une image, il faut imaginer que notre équation, y2 plus y égale x3 moins x2, vous y pensez comme un être vivant. Par exemple, imaginez que c'est un micro-organisme ou un être biologique, d'accord, qui vit sur une comète lointaine, donc qui est là-bas. Et un être vivant, vous pouvez le regarder de plein de façons possibles. D'accord, si vous le regardez avec un microscope, vous allez voir certaines choses. Si vous le regardez avec un microscope avec d'autres lumières ou je ne sais pas, vous allez voir d'autres choses, etc. Donc, quand vous avez quelque chose, si vous le regardez d'une certaine façon, vous voyez quelque chose. Si vous voyez d'une autre façon, vous voyez autre chose. D'accord ? Très bien. Et en fait, nous, cette équation qu'on a, on peut la regarder de plein de façons.
On peut la regarder avec des yeux de nombres réels. Et on a vu un certain dessin. On a vu également qu'on pouvait la regarder avec des yeux de nombres complexes. Et là, on a vu apparaître un tore, donc un autre dessin. Et puis, ce qu'on vient de voir, c'est que pour chaque nombre premier P, on peut la regarder aussi modulo P. D'accord ? C'est comme si vous aviez un microscope pour chaque P. Ok, donc vous avez comme un être biologique, d'accord ? Il y a plein de façons de le regarder, et selon chaque angle de vue, vous voyez des choses différentes. Et la question, c'est est-ce qu'on peut comprendre cet être biologique en entier, d'accord ? De sorte que ça englobe toutes les façons de le regarder. Donc les biologistes nous diraient, ben oui, ça va être contenu dans son... Il faudrait connaître le code génétique, si vous voulez, de votre organisme, d'accord ? Donc la question c'est, est-ce qu'il existe un code génétique à cette équation qui permette de la comprendre globalement ? Alors regardez la formule suivante, d'accord ? C'est la dernière formule que je vous fais voir, d'accord ? Donc vous prenez une variable que j'ai appelée petit q, et vous prenez ensuite 1 moins q puissance n, que vous mettez au carré, multiplié par 1 moins q puissance 11n, que vous multipliez au carré, et puis vous faites varier n de 1 à l'infini. D'accord ? Donc si j'ai étiré cette formule, vous voyez, donc il y a le petit q qui était au départ là. Ensuite, quand n égale 1, ben on a 1 moins q le tout au carré, fois 1 moins q puissance 11 le tout au carré, donc c'est ce terme qui est là, 1 moins q au carré, 1 moins q puissance 11 au carré. Ensuite, j'ai pris n égale 2, donc j'aurai 1 moins q carré, au carré, qui est là. Et ensuite, là, 1 moins q puissance 22, le tout au carré, qui est là. Et ensuite, j'ai pris avec n égale 3, il y a un 3, il y a un 33, etc. Et vous allez jusqu'à l'infini. D'accord ? Donc vous regardez cette formule, un peu bizarroïde, mais vous la regardez. Et puis, vous pouvez maintenant la développer. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai fait, là, je l'ai développé, donc j'ai cherché... Alors, quelles sont les puissances de q ? Ben, pour avoir une puissance de q, il faut multiplier tous les 1 par les 1, etc. Donc c'est ce que j'ai fait là. Puis ensuite, j'ai regardé les puissances de q carré, de q puissance 3, et puis toutes les puissances là. D'accord ? Et bien maintenant, regardez bien les puissances qui sont des nombres premiers. Ben, là, cette puissance-là, d'accord, vous avez moins 2 devant. Devant q puissance 3, vous avez moins 1. Devant q puissance 5, vous avez 1. Devant q puissance 7, vous avez moins 2. Alors q puissance 11, oublions-le, d'accord ? D'accord, je n'ai pas envie d'en parler. Et puis devant q puissance 13, il y a plus 4, et puis j'aurais pu continuer comme ça jusqu'à l'infini. Et ces nombres-là, ils vous font penser à quoi ? Eh bien, c'est exactement notre suite mystérieuse. D'accord ? La suite moins 2, moins 1, 1, moins 2. Donc j'ai viré le q puissance 11, d'accord ? Et ensuite 4, moins 2, etc. Mais après, j'en vire aucun, d'accord ? Je les mets tous. Ok ? Donc en fait, il semblerait, d'une certaine façon, que cette formule-là, d'accord ? Donc on ne sait pas vraiment ce que ça représente, eh bien, mystérieusement quand même, elle contient toutes les façons de regarder notre équation de départ, d'accord ? Notre courbe elliptique, y2 plus y égale x3 moins x2. D'accord ? Dans une seule petite formule, qui est ici, vous avez comme le code génétique de l'autre formule qui a plein de façons d'être regardée. D'accord ? Donc ça, c'est assez prodigieux comme idée. Et maintenant, la question, c'est bien sûr de savoir est-ce que ce truc-là a un sens ou pas. D'accord ? Quel sens ça a ? Et donc, c'est la dernière partie de mon exposé. Je vais vous faire voir que ce truc-là, on peut lui donner un sens. D'accord ? Alors, pour faire ça, je vais réutiliser mon petit robot. D'accord ? Et puis, mais avant de faire ça, est-ce que faut que je vous demande si vous savez, est-ce que le son, quand on parle,
est une vibration de l'air. Donc je ne sais pas si vous savez ça, mais bon, quand je parle évidemment, il y a le souffle de ma voix, mais oublions ça. Mais quand vous avez par exemple de la musique dans une pièce, eh bien, en fait l'air est en mouvement et c'est le haut-parleur qui fait vibrer l'air de la pièce. Donc je ne sais pas si vous me croyez, mais je vais vous le démontrer. D'accord ? Donc pour faire ça, j'ai besoin d'un briquet. Ouais. D'allumer cette bougie, si j'y arrive. Donc on va la laisser s'allumer tranquillement. Ok. Et je vais essayer de vous démontrer que la flamme, donc j'attends que ça vienne à l'écran, voilà, que la flamme vibre au son de la musique et que je peux même l'éteindre. D'accord ? Donc, je vous le refais. Donc vous avez la flamme qui est soufflée par la musique. Et si je monte les basses, eh ben, je peux éteindre la flamme. Tac. Ok ? Donc cette expérience devrait convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus que l'air est mis en mouvement, que le son met en mouvement l'air. D'accord ? Donc je vais reprendre mon petit robot et je vais vous démontrer. On va essayer de regarder ça avec lui. D'accord ? Ok. Allez, on va avoir besoin de toi. Est-ce que tu es prêt ? T'es prêt ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va étudier le son. Ah ok, cool. Ok, cool. Bon, donc déjà ça part bien. Très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais afficher, on va enlever l'image du robot, on n'en a pas besoin, d'accord ? Mais je vais afficher sur l'écran ce qu'entend le robot, d'accord ? Donc je récupère ce que le robot entend et je vous le mets sur l'écran. Attendez si j'y arrive, une seconde. C'est moi qui me débrouille mal. Attendez une seconde, je vais enlever ça peut-être. Attendez, pourquoi ça n'arrive pas à passer ça? Alors attendez, je vais enlever ça. Finalement, bon, je vais enlever ça, mais ça m'ennuie de l'enlever, mais je vais le faire quand même. Voilà, on va mettre ça comme ça, et là, ça devrait venir. Voilà. Ok, donc ça, c'est ce qu'entend le robot, d'accord? Si vous me croyez. Mais si je... Ok, si je claque, ça doit entendre. En fait, donc le bruit que vous voyez là, c'est dû au bruit qu'il y a dans la salle et en particulier à ces ventilateurs. Donc, je vais vous faire voir. Donc, vous voyez, ça, on entend bien. Et ce que je vais vous faire voir, c'est que si on a un son qui est pur, ce qu'on obtient à l'écran, c'est plus joli que ce bruit-là qu'on voit. Regardez bien. Bon, je
sais pas si ça marche très bien. Vous voyez, ça marche aussi bien en sifflant. Mais vous voyez, si je siffle un son le plus pur possible, d'accord? Eh bien, ce qu'on obtient, c'est une courbe qui est comment? Qui est harmonieuse et qui est une sinusoïde. Et en fait, le nombre de bosses, d'accord, qu'il y a dans l'écran indique la fréquence, d'accord, c'est-à-dire si la note que je siffle est haute ou basse, d'accord. Donc là, il y a beaucoup plus, d'accord. Bon, et en plus le son est plus fort, donc ça, ce qui fait qu'il y a plus d'amplitude, mais il y a beaucoup plus de sinusoïdes, d'accord, que si vous avez un son bas. Ok. Là, je ne peux pas trop vous faire le son bas parce qu'il est perturbé par le ventilo et qui fait ce bruit. Mais vous voyez que dans ce bruit, en fait, il y a toute une somme de sons qui sont purs. D'accord. Et donc, ce qu'on a envie, c'est de retrouver les sons purs. Et en additionnant les sons purs, on peut obtenir tous les sons qu'on veut. Ok. Alors, j'en ai fini avec ce que je voulais vous faire voir ici. Ok. Donc, on revient là. On va dire à Nao que... Ah oui, bah on va lui dire de se rasseoir tranquillement. Et en fait, donc voici ce qu'on a obtenu, une belle sinusoïde. Donc en bas, je vous ai mis que la formule, regardez, le sinus d'une fonction, c'est également une fonction qui a un peu l'allure dont on a parlé. D'accord. C'est un produit de nombres infinis, etc. Donc c'est assez compliqué à calculer. Mais ça se calcule assez bien. Et vous voyez sur ce petit dessin ce que c'est qu'une sinusoïde en mouvement. D'accord. Donc c'est exactement ça qu'on a été supposé observer. D'accord. Donc je vous ai indiqué la sinusoïde et la vitesse. Très bien. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une vibration et un son pur, des sinusoïdes, d'accord. Tout ce domaine des mathématiques, on appelle ça l'analyse harmonique, d'accord, étudier ce genre de choses-là. Alors, il y a une dernière chose dont il faut que je vous parle. Et alors, donc là, il ne faut pas que les âmes sensibles écoutent trop, d'accord, parce que je vais vous apprendre à additionner les fractions de la manière dont tout le monde rêve, et qui est la manière que j'ai indiquée là-haut, d'accord, qui est enfin la manière, d'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, on a le droit. Donc quand vous avez deux fractions x sur y plus x' sur y', eh bien le résultat c'est x plus x' sur y plus y', d'accord. Donc retenez bien ça, c'est une nouvelle façon d'additionner les fractions. Alors, il y a un truc qui est sympa, il y a un jeu qu'on peut faire, qui est la chose suivante. Vous partez de la fraction 0 sur 1, et puis de la fraction 1 sur 1. Et on va additionner les fractions de la manière que je viens de décrire. Donc, si vous additionnez 0 sur 1 plus 1 sur 1, d'accord, ça vaut 1 sur 2. OK ? Et vous dessinez un petit trait comme ça. C'est clair? Maintenant, 1 sur 2 plus 0 sur 1, ça vaut 1 sur 3. OK? Et puis vous continuez, puis de chaque côté, 1 sur 2 plus 1 sur 1, ça vaut 2 sur 3. Avouez que c'est quand même super, non? Et vous continuez comme ça, d'accord? Et vous continuez comme ça, vous obtenez, donc on dessine un arbre, qu'on appelle l'arbre de Farey. J'ai emprunté cette image sur le site Images des maths, un article de Marie L'Huissier, et vous allez comme ça jusqu'à l'infini. Et en fait, ce qu'a remarqué John Farey, il y a longtemps, je vais repasser en truc comme ça, c'est que on est en 1826. Non, ça c'est quand il est mort. Ah, j'ai oublié d'indiquer
la date de la note, enfin, donc c'est dans ces années-là. Il publie un petit article et il écrit qu'il a remarqué cette propriété. La propriété, c'est que si vous partez du nombre 0 sur 1 et du nombre 1 sur 1 et que vous construisez cet arbre-là, eh bien, à la fin, vous êtes capable de retrouver tous les nombres rationnels, tous les nombres de la forme P sur Q. D'accord ? Vous êtes capable de reconstruire, de retrouver n'importe quel nombre P sur Q en partant de ces deux nombres-là et en appliquant l'addition que j'ai expliquée ici. Et donc, il se demande, est-ce que des gens l'ont déjà remarqué, ce fait ? Et puis, il demande s'il y a des lecteurs qui peuvent en fournir une démonstration. Et évidemment, Cauchy, dans la même année, a fourni une démonstration de ce joli résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce truc ? Eh bien, en fait, là, ce que j'ai représenté, c'est un cercle. Et puis, en fait, il faut y penser comme la droite avec tous les nombres réels, d'accord ? Mais au lieu de l'avoir mise en droite, comme on faisait tout à l'heure quand on apprenait les nombres complexes, eh bien, je l'ai courbée, d'accord, pour en faire un cercle. OK, et ce que j'ai fait, c'est que maintenant, le long de cette droite réelle, régulièrement, il y a des nombres rationnels de la forme P sur Q, d'accord ? Des nombres de cette forme-là, X sur Y, disons. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'en ai pris un, j'ai dessiné le cercle qui est tangent, d'accord, au point X et Y et de rayon 1 sur Y carré. D'accord ? Et j'ai fait ça partout. D'accord ? Et donc, ça m'a rempli mon grand disque par toute une famille de petits disques. D'accord ? Donc, quand vous voyez un petit cercle là, il est centré en un certain rationnel X sur Y et de rayon 1 sur Y carré. OK. Alors maintenant, vous voyez, quand vous prenez deux cercles qui sont tangents comme celui-là, le grand là, et qui vient tangenter, qui vient toucher celui-là. D'accord ? Et puis là, vous avez un autre cercle qui est tangent aux deux qu'on vient de choisir. Donc ce cercle-là, il est centré en un certain rationnel de la forme X sur Y. Il touche là. Et lui, il touche en un certain X' sur Y', en un autre rationnel. Et à votre avis, celui-là, il touche en quel rationnel ? Eh bien, il touche exactement en ce rationnel-là. D'accord ? Donc, ça vous donne un sens concret à l'addition de Farey. D'accord ? Quand vous prenez un cercle qui est centré en ce nombre-là, et un cercle qui est centré en ce nombre-là, si vous prenez le cercle qui vient toucher les deux, il est centré dans ce nombre-là. OK ? Et donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné des arcs comme ça, qui sont comme ceci. Eh bien, ce disque-là, c'est ce qu'on appelle un disque hyperbolique, et c'est la géométrie hyperbolique qui a été découverte au XIXe siècle, notamment qui a été largement étudiée par Poincaré. D'accord ? C'est une des très nombreuses géométries qu'on peut étudier. Et donc, dans cette géométrie hyperbolique, ensuite, j'ai enlevé les disques, d'accord, pour obtenir cette figure-là, qui est donc le pavage de Farey. D'accord ? Eh bien, dans cette géométrie-là, il existe également des fonctions périodiques. D'accord ? Tout comme dans la géométrie habituelle sur la droite réelle, où le sinus était une fonction périodique, période de pi, eh bien, dans la géométrie hyperbolique, il existe aussi des fonctions périodiques, mais la périodicité de ces fonctions est beaucoup, beaucoup plus compliquée, et elle est décrite par un pavage comme celui que j'ai montré ici. Eh bien, la fonction qu'on a vue tout à l'heure, avec la variable petit q, eh bien, c'est une fonction symétrique pour ce pavage-là. Et donc, je vais terminer avec ça, puisqu'il commence à se faire un petit peu tard, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu ce soir. Donc, on a parlé de symétrie et de groupes de symétrie, très nombreuses dans la nature, et l'importance d'étudier ça du point de vue mathématique. On a parlé de groupes et d'actions de groupe. On a parlé de solutions modulo P d'équations algébriques. On a parlé donc de cette géométrie hyperbolique et de fonctions périodiques dans cette géométrie hyperbolique. Et on a vu qu'il y a des problèmes qui sont purement arithmétiques, comme compter donc
les solutions modulo P d'une certaine équation algébrique. Et la solution de savoir combien il y a de solutions modulo P est encodée en fait dans l'ADN de fonctions périodiques de la géométrie hyperbolique. Donc c'est ça le truc un petit peu miraculeux, et vous fait voir qu'il existe des symétries complètement cachées. C'est ce genre d'idées qui ont permis la démonstration du théorème de Fermat, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a mis 350 ans avant d'être démontré, puisqu'on cherchait, on avait vraiment un problème d'arithmétique, et en fait, la solution s'est nichée au cœur de l'analyse, dans la périodicité de certaines fonctions dans la géométrie hyperbolique. Et puis, plus généralement, en ce moment, il y a un immense programme de recherche autour de ces questions qui font un pont entre ces deux mondes qui n'ont rien à voir, et qui font également un pont avec la théorie quantique des champs. Donc voilà, j'ai terminé mon exposé. Je voudrais remercier mon copain Nao pour m'avoir fait ça. Je voudrais également remercier David Filia, qui est de l'ENSTA, qui m'a prêté le robot Nao pendant quelques semaines pour qu'on devienne copains. Également Alexandre Mazel, avec qui j'ai travaillé qui m'a donné un coup de main, qui travaille dans la société qui fabrique le robot. Et justement, on avait pas mal galéré, pour vous avouer la vérité, sur la détection des couleurs du cube, mais on avait réussi à faire marcher le truc sur une certaine lumière. Romain Théron, qui est l'ingénieur dans mon labo, que j'embête régulièrement. Là, je vous ai mis le nom des bibliothèques que j'ai utilisées pour faire ma présentation, et je vous remercie à tous.